souhaite la bienvenue en ce beau mercredi de mai où on a la chance, il fait vraiment un temps splendide. Je ne sais pas pour vous, moi ça me donne la pêche. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui, j'ai la joie de devoir faire 2 présentations qui vont succéder. La première qui va me permettre de vous présenter pourquoi, enfin, qui est le réseau Flexter, qui est le réseau qui diffuse et qui a l'habitude d'animer ces webinaires. Et ensuite, exceptionnellement, mais c'est moi qui anime le webinaire aujourd'hui sur le sujet de la marque. Donc, je vais tout de suite aller partager mon écran. Alors, et comme ça, on va pouvoir commencer. Donc, normalement, on n'est pas trop mal si j'arrive à me mettre en plein écran. Voilà. Alors, avant toute chose, j'expliquerai plus en détail au moment où on va parler de la marque tout à l'heure, le pourquoi du comment la marque m'intéresse tant. Mais pour commencer, pourquoi je vous parle aujourd'hui? Tout d'abord, je vous parle au nom du réseau Flexter, dont je suis la fondatrice. Donc qui réunit un ensemble de professionnels qui travaillent en temps partagé. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer en vous présentant le réseau, que certains d'entre vous connaissent déjà, bien sûr. Donc, le réseau va s'adresser à des dirigeants et des dirigeantes d'entreprises, principalement des PME et des startups, pas seulement, mais principalement, qui ont les problématiques suivantes. Elles manquent de temps ou elles manquent de compétences dans l'entreprise pour pouvoir mener à bien leur projet. Donc, on sait bien qu'un dirigeant ou une dirigeante va devoir au quotidien répondre à de nombreuses sollicitations. Il va devoir se consacrer au développement de son activité, être engagé dans l'action. Parfois, on le retrouve à diverses fonctions dans l'entreprise. Il va faire sa fonction de direction, puis en même temps, par exemple, la fonction finance ou la communication dans les structures de taille les plus modestes. Donc, il est clair que l'un des gros sujets dans les PME et dans les startups, c'est le manque de temps du dirigeant. Et donc, c'est à ce moment-là que celui-ci ou celle-ci ont la possibilité de faire intervenir quelqu'un en temps partagé. Alors, le temps partagé, au global, c'est la possibilité de faire appel à des intervenants soit intérieurs, soit extérieurs à l'entreprise. Dans le cas de Flexter, nous sommes extérieurs à l'entreprise, mais il y a des systèmes comme des groupements d'employeurs qui permettent d'embaucher des gens en temps partagé. Donc, l'idée, c'est de remplir une mission pour laquelle l'entreprise ne veut pas ou ne peut pas recruter, et l'expert en temps partagé va à ce moment-là intervenir de façon très ponctuelle, soit quelques jours par semaine, soit quelques jours par mois, soit parfois 1 à 2 jours par mois simplement, très peu dans l'année, comme s'il faisait néanmoins partie intégrante de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ce n'est pas parce qu'on a un regard extérieur qu'on n'est pas à fond dans les problématiques de l'entreprise aux côtés des gens qui sont salariés. Alors, nous sommes des professionnels, comme je le disais, indépendants. Donc, chacun a une activité qu'il mène de façon indépendante. Et ce qui nous lie, c'est qu'on a une expérience en entreprise importante et on a chacun exercé des responsabilités en PME ou en grand groupe pour beaucoup, pour certains, et c'est mon cas, en comité de direction. Donc, c'est cette expérience et cette expertise finalement qui nous permet d'être rapide quand on va intervenir sur les problématiques des entreprises. En général, quand moi j'aborde des prospects, je lui dis l'un des avantages, c'est que vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va passer 6 mois à se poser la question de savoir s'il comprend votre organisation, ses enjeux, le marché. Vous allez avoir quelqu'un qui va très vite être opérationnel sur vos sujets. Alors, ça, c'est des choses que vous pouvez tout à fait retrouver sur le site web flexter.fr. On a la chance dans le réseau d'avoir un grand nombre de compétences présentes à travers nos membres. Et donc, ça va commencer avec le marketing et la communication qui sont mon domaine de prédilection et pour lesquels on est quelques-uns à travailler dans l'équipe. Et puis, ça passe par la vente en France, la vente à l'export, les fonctions financières, juridiques, systèmes d'information, ressources humaines. À travers les ressources humaines, dans le cadre des ressources humaines, on a des problématiques de diversité et inclusion et des experts qui peuvent intervenir dans ce domaine-là. L'industriel, la supply, la qualité, les affaires publiques.
et la RSE qui est un sujet important pour nous. Donc, on a diverses fonctions qui sont représentées et on peut intervenir de différentes formes, soit sous des formes vraiment d'intervention en temps partagé avec FlexPartage, comme j'en parlais. Donc là, quelque part, on remplace, on assure une fonction opérationnelle de l'entreprise, par exemple responsable administratif et financier, en venant parfois, quelquefois dans un mois ou dans une semaine. Et ensuite, on a d'autres possibilités, bien sûr, parce qu'on est tous experts dans nos fonctions et on a beaucoup d'expérience. Donc, on a Flex Solutions qui permet de faire venir quelqu'un sur un projet. À un moment, vous avez un projet que vous avez besoin de gérer. L'expert flexeur ne va pas remplacer une personne sur une fonction, mais sur un projet qui dépend d'une direction fonctionnelle. Et on a le pendant qui est Flex Conseil, où là, vous allez simplement nous faire intervenir sur une problématique de conseil. En ce qui me concerne justement, ça va par exemple être le sujet dont on va parler, à savoir comment construire un argumentaire de marque. Et moi, je peux intervenir là-dessus sans être nécessairement en temps partagé. On peut intervenir en coaching d'équipe. On peut intervenir aussi en temps partagé, mais en transition, donc juste sur une période donnée, parce qu'à un moment, l'un de vos collaborateurs n'est pas disponible dans l'entreprise. Et enfin, une des offres que je préfère, parce qu'elle consiste à faire grandir des jeunes dans l'entreprise, qui s'appelle Flex Tandem, et dont on parlera tout à l'heure, parce que comme ça me permet de faire une petite boucle, puisque je vous parlerai, quand on va parler positionnement, quand on va parler message et argumentaire, je vous déroulerai l'argumentaire de Flex Tandem. Comme ça, vous en saurez un petit peu plus sur cette offre-là. Pour nous contacter, vous avez nos adresses donc le site web, vous avez les réseaux sociaux, on est très présents sur LinkedIn notamment. Quand vous aurez le replay, vous pourrez scanner ce QR code et me contacter directement. Sans plus attendre, je vous propose de débuter la partie liée à notre argumentaire de marque irrésistible. Donc, je suis Audrey Varona-Stone et j'ai travaillé plus d'une vingtaine d'années avant de me mettre à mon compte pour principalement des grands groupes ou du moins des moyennes structures à l'intérieur des grands groupes. À chaque fois, j'ai eu de la chance d'être dans des divisions de grands groupes qui étaient à taille humaine, ce qui m'a donné le goût de travailler avec les PME, dans lesquelles j'ai aussi travaillé. J'ai balayé en fait plusieurs secteurs. Les gens qui me connaissent savent que mes secteurs de prédilection, on a la santé, on a l'environnement, un secteur qui m'intéresse particulièrement, dans lequel je m'investis beaucoup aujourd'hui, et puis l'agroalimentaire. C'est un petit peu mes trois secteurs avec j'ai travaillé dans mon expérience passée chez Lint, j'ai travaillé chez GlaxoSmithKline, chez Amplifon, et puis chez Plastic Omnium Environnement. Monique ? Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Ou est-ce que Allô, Monique ? tu peux fermer, Valériane, le micro, s'il te plaît? Donc, voilà. Et donc, dans le contexte de ces expériences-là, moi, j'ai eu la chance de travailler les marques, des grosses marques. On se parle de Lint. Alors, ça, c'est le passé, mais après, bien sûr, quand j'ai travaillé depuis bientôt 6 ans sur mon activité d'indépendante, j'ai aussi beaucoup travaillé sur des marques. Mais j'ai travaillé sur des marques fortes comme la marque Lint, j'ai travaillé sur la marque Aquafresh, j'ai travaillé sur la marque Nicotine, j'ai travaillé sur la marque Synthol, j'ai travaillé sur la marque Amplifon. Et là, ça a été les 6 dernières années de mon parcours. Et donc, j'ai eu un parcours, on va dire, en marketing et communication assez classique, qui m'a permis d'aborder tous les leviers du marketing et de beaucoup travailler justement ce levier de notoriété en communication. Donc, la marque, c'est mon dada. La marque, j'en parle aussi à des étudiants. C'est quelque chose qui me passionne. Et c'est ce que je me propose de partager aujourd'hui avec vous. Alors, depuis mon expérience d'indépendante depuis quelques années, j'ai aussi été amenée à travailler une marque comme la marque Riant, par exemple, pour un de mes clients. Et j'ai réalisé beaucoup de missions aussi pour des entreprises en B2B. Donc, ce qu'il est très important
pour moi de diffuser aujourd'hui comme message, c'est que le travail de la marque, bien entendu, ne se résume pas à une activité B2C, mais est tout à fait non seulement envisageable, mais surtout absolument indispensable quand on travaille dans le B2B, parce que justement, c'est pas forcément toujours le cas, c'est-à-dire qu'on a tendance à croire qu'il n'y a que les consommateurs qui sont intéressés par la marque dans le B2C. Or, travailler une marque dans le B2B, c'est ça qui permet de vraiment prendre une longueur d'avance par rapport à ses concurrents. Donc, c'est parti. J'ai voulu, voilà, c'est le Festival de Cannes. Bon, c'est un couple, hélas, qui n'existe plus aujourd'hui, mais je me disais, tiens, qu'est-ce qui est complètement glamour et irrésistible? Eh ben, on peut voir Brad Pitt et Angelina Jolie, qui sont un couple qu'on peut qualifier d'irrésistible. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de dérouler finalement la méthode que j'utilise moi avec mes clients pour partir d'une réalité de marque et d'une image, d'une identité de marque plutôt, à un exercice de réalisation d'argumentaire de marque. Alors, d'abord, la marque. Je vous ai dit, la marque, c'est mon dada. La marque, pour moi, c'est un atout à protéger. On va commencer en définissant un petit peu ce dont on veut parler. C'est quoi la marque à la fin? Alors, je vais vous livrer ces définitions. La marque de produit ou de service. Elle est définie juridiquement depuis une ordonnance du 13 novembre 2019 comme un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. C'est un repère pour le consommateur. Ça peut éventuellement revêtir un rôle de garantie de qualité et de service. Alors, elle peut être matérialisée par un nom propre, un mot, une expression, un symbole visuel, un son, quand on a une marque sonore. C'est ce qu'on avait essayé de développer avec Amplifon notamment, même si bon, notre public était en partie des personnes qui avaient des difficultés d'audition, mais quand même, ou même les marques olfactives qu'on retrouve parfois dans les chaînes de restauration. Alors, moi, j'ai repris aussi deux définitions qui m'intéressent. Une définition de Nathalie Ratsouin de l'agence Ogilvy qui dit « La marque est un ensemble d'éléments matériels et immatériels qui créent une préférence ». Ou la définition de Mercedes Erra, alors, qui est de l'agence BETC, agence Avas Worldwide qui a créé BETC, et qui dit « Les marques sont faites pour rentrer du sens dans les produits ». Alors, pourquoi moi je vous parle de ces définitions-là? Parce que ce qu'on peut retenir de ces définitions, c'est des mots-clés. Et la marque, il faut retenir que moi, les mots-clés qui me marquent particulièrement dans l'ensemble de ces définitions-là, c'est la notion de distinction, la notion de repère, la notion de préférence et la notion de sens. Et une marque n'existe pas si on n'est pas capable de la doter d'éléments distinctifs, si on n'est pas capable, que par rapport à ses clients, qu'elle serve de point de repère sur un marché, si on n'est pas capable de dire telle marque sur mon marché, je sais elle est plutôt comme ci ou elle est plutôt comme ça, ses offres de produits et services sont plutôt comme ci ou plutôt comme ça, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à se faire repérer dans le marché. La préférence, oui, auprès de ses cibles, c'est quelque chose qu'on veut générer. Et le sens très important, d'autant plus aujourd'hui où une marque, on n'en parlera pas aujourd'hui, on n'en fait pas un cours sur la marque, mais une marque doit absolument être citoyenne, être ancrée dans la réalité d'aujourd'hui, ce qui implique pas mal de contraintes. Et on va reparler de ces notions juste après, parce que justement, la méthodologie sur laquelle on travaille habituellement, et je vais enfoncer des portes ouvertes, c'est des choses qu'on connaît dans les cours de marketing, mais vous allez voir, c'est justement ces notions de préférence, de distinction, de sens et de repère qu'on va être amené à définir dans le cadre de la méthodologie que je vais dérouler juste après. Mais avant juste 2 points. Premier point, je rappelle pour les financiers ou les amoureux de la finance qui assisteraient à ce visionnaire que la marque, c'est un actif immatériel de l'entreprise. La marque n'est pas que du vent. Pour les grands groupes, c'est un actif immatériel très important. Et donc, les marques que vous avez vues juste avant, on voyait McDonald's, on voyait Coca-Cola, etc. Donc, les marques qui sont des marques globales qui ont une notoriété très, très, très importante. Bien entendu, là, ces marques-là sont très valorisées dans leur bilan financier. Mais ça peut aussi être le cas de PME
Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le domaine de l'expertise comptable et de l'analyse financière, j'ai regardé un petit peu quelques articles sur ce sujet et il est intéressant, quand on a vraiment enrichi et développé une marque, de la valoriser dans son bilan. Donc, on est dans l'actif là, hein, au même titre que l'ensemble des capitaux clients, humains, organisationnels, systèmes, etc. On a le capital de marque parce que ça peut permettre d'attirer et de convaincre des investisseurs dans le cas où on est heureux d'introduction en bourse, mais dans le cas plus probable pour une plus petite structure de levée de fonds, de vente, ou quand même on veut inciter les banques à nous prêter de l'argent, cette notion de valeur de marque, elle est importante. Ça peut permettre aussi, si à un moment on veut partir en licence, hein, quand on veut licencier ou créer une franchise, eh bien de fixer un taux de redevance. Ça peut permettre aussi d'évaluer un préjudice de marque dans le cadre d'une assurance. Donc la marque, c'est pas, j'ai l'air d'être défensive comme ça, mais pour avoir eu énormément de discussions avec sur toutes ces années d'expérience, avec beaucoup de gens dans l'entreprise, je défends cette marque pour dire non, la marque, c'est quelque chose qui est tangible et quelque chose qu'il faut défendre. Et pourquoi il faut la défendre? Parce que cette marque, vous l'aurez compris, moi j'en parle comme d'une personne, elle est vivante. Et cette marque, elle doit être traitée avec délicatesse. Donc, c'est le dernier slide avant d'entrer vraiment dans le concret de comment je crée les piliers de ma marque. Elle est finalement la résultante de tout un ensemble de facteurs exogènes et aussi endogènes. Et ce qui est important de se dire, c'est qu'une marque, elle est jamais... Alors, il y a plusieurs choses. C'est que d'une part, si on voit le verre à moitié vide, on se dit, un capital de marque n'est jamais complètement garanti. Et ça, je vais vous dire rapidement pourquoi. Mais à la fois, parfois, il y a des marques qui sont éternelles. Donc, si je commence par ce verre à moitié plein, j'avais été, il y a quelques années en arrière, vraiment, si vous me permettez l'expression, bluffée, c'est vraiment le mot, par la renaissance de la marque Mako Moulage. Alors bon, c'est ma génération, les plus jeunes ne connaîtront peut-être pas, mais bon, toute ma génération, on connaissait cette marque de jouets Mako Moulage. La marque était complètement tombée en désuétude et n'était plus commercialisée depuis à peu près les années 90. Et il y a quelques années en arrière, une fondatrice qui a décidé, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser la question dans le module de discussion, puis je vous mettrai le lien vers l'article. Cette personne s'est rendue compte que finalement, en allant sur des forums Internet, donc en faisant de l'écoute active sur les réseaux sociaux et sur les blogs et les forums, que cette marque, elle avait un vrai potentiel émotionnel qui était resté intact et qui avait traversé les âges quand même, hein, parce que là, on se parlait d'une marque très active dans les années 70, début 80. Elle a fait ça peut-être en 2015, donc il s'était quand même passé 30 ans depuis, et bien que dans l'esprit des personnes comme moi qui étaient devenues parents, cette marque avait gardé un potentiel émotionnel. Donc une marque, elle va évoluer sous la pression de divers facteurs, comme je disais, exogènes, endogènes. La pression de l'histoire, hein. Parfois on a des noms de marques, des marques qui ne se sont pas bien lancées à une époque de l'histoire parce qu'elles n'avaient pas les bonnes connotations et donc leur lancement était un flop juste pour des raisons vraiment historiques ou culturelles. Une marque, elle va évidemment évoluer en fonction de ce que fait la concurrence, parce que si une concurrence se met à être plus, je sais rien, plus innovante, plus disruptive, etc., notre marque, il va falloir qu'on suive quand même, donc on va quand même devoir, en ayant un cœur de marque, on va le voir, et un positionnement bien stable, on va quand même devoir faire évoluer notre marque pour s'adapter au contexte de marché et de concurrence. Elle dépend de nos ressources en interne, de tous les employés de la société qui s'occupent de la marque, parce que ces employés, ils ont leur vision, ils ont leur façon de voir les choses, et c'est là où je rejoindrai aussi la partie que je vous mets à droite, la société exploitante. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que en fonction de quelle société possède quelle marque, la marque va se porter plus ou moins bien. Alors, il y a des vieux exemples d'une marque qui s'appelle Demacup de coton à démaquiller, qui était partie de Procter & Gamble et qui était passée chez l'ancêtre de SCT, qui s'appelait à l'époque Georgia Pacific, qui était passée d'un contexte où c'était une marque parmi tant d'autres à une marque très importante dans un portefeuille. Elle avait vraiment connu une seconde jeunesse, elle avait été vraiment revitalisée grâce à ce changement d'entreprise. On peut dire l'inverse aussi sur des marques qui ont subi des petits
KO de début de session quand elles ont été cédées. Body Shop, avec toutes ces valeurs qui se retrouvent chez L'Oréal, a fait douter beaucoup les consommateurs de la première génération de Body Shop. Quand Innocent a été vendu à Coca-Cola, Innocent avec toutes ces valeurs de naturalité, de simplicité qui se retrouvent chez un grand, des sodas sucrés pas bons, c'est pareil, on a perdu quelques consommateurs au passage. Et donc, il faut faire très attention quand on opère des changements sur ces marques-là, parce qu'on peut éventuellement vraiment entamer un capital de marque de façon assez forte. Une marque, elle dépend de ses clients, et ça, je vous renvoie à toutes les notions d'environnement dans lesquelles on est aujourd'hui. Pour avoir travaillé pour des clients ou dans des sociétés pour lesquelles les clients, les consommateurs effectuer une pression très forte sur les notions d'environnement, arrêter le plastique, arrêter les mauvaises pratiques, améliorer votre bilan carbone, etc. La marque, elle va devoir s'adapter et trouver des solutions. Et puis, elle dépend aussi de son image de marque. Aujourd'hui, j'ai une image de marque d'un Vuitton, je ne vais pas aller m'amuser à faire des produits discount et pas chers. Donc, je suis quand même un petit peu sous la pression de mon image de marque. Et puis, bien sûr, une marque, elle dépend de sa stratégie. Donc voilà, pour poser le canevas de la marque. Alors, pour définir votre plateforme de marque, il va falloir passer par plusieurs étapes. La plateforme de marque, d'abord, c'est quoi ? C'est l'expression synthétique, alors j'ai pris une définition parmi tant d'autres, l'expression synthétique de l'identité d'une marque au travers de quelques points saillants qui font son ADN et sa différence. Donc, elle repose principalement sur les éléments suivants qui vont être la définition d'une vision, d'une mission et de valeurs qu'on va voir ensemble, et la définition du positionnement de marque, qui est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et vous verrez qu'une fois qu'on arrive à faire ça, on arrive à créer et à définir des notions de sens à travers les valeurs qu'on va avoir dans le positionnement, des notions, et puis dans la vision, mission, valeur, des notions de distinction qu'on va voir justement dans le positionnement, etc. Donc, tout cela va nous permettre vraiment de créer toute on va dire le pilier, la colonne vertébrale, l'ADN de votre marque. Et le socle. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la vision, la mission, la valeur de votre marque. Alors, si on commence par la vision, ça va être votre raison d'agir. On va voir des exemples juste après. Votre vision d'agir, c'est vraiment une vision de où est-ce que je veux amener mon organisation. Ça, c'est très important, à travers cette marque. Donc, où je veux emmener ma marque, où je veux emmener mon organisation, parce qu'on utilise ça aussi pour les organisations. La mission va s'attacher à définir le besoin auquel on répond. Pourquoi on est là finalement ? C'est quoi notre raison d'être ? À quoi on sert ? Et enfin, cette vision, mission et valeur, dans cet exercice-là, on va définir les valeurs importantes de l'entreprise, c'est votre façon d'être. Et là-dessus, je m'inscris tout de suite en faux contre ceux qui souhaiteraient nous dire oui, les valeurs, vous savez, parce que parfois, malheureusement, la logique parfois des grands groupes fait qu'on accroche des valeurs qui se ressemblent d'ailleurs toujours un petit peu toutes, sur des documents d'entreprise, des sites web, etc. Et à l'intérieur de l'entreprise, les gens ne se reconnaissent pas. C'est très important, selon moi, que les gens, que l'ensemble d'une entreprise se reconnaisse dans les valeurs. Et pour une entreprise qui a plusieurs marques, il va falloir que ces valeurs de marque, elles soient cohérentes avec les valeurs de l'entreprise. D'où les problématiques, et c'est là qu'on voit très clairement quand il y a un hiatus, d'où les problématiques qu'Innocent a pu rencontrer en intégrant Coca-Cola, ou l'exemple que je vous avais cité juste un petit peu plus tôt, voilà, Body Shop et L'Oréal. Donc, pour aller dans le détail, définir votre mission, ça va être définir votre raison d'être. Et là-dessus, on va essayer de rédiger de façon simple, en une phrase ou deux, une phrase qui va pouvoir, par exemple, définir l'ensemble des actions que la société mène à bien. Ça forme sa mission. Et donc, c'est une société ou c'est une mission de marque. Ça, c'est important. Ça explique pourquoi la marque ou l'entreprise existe. Et elle va pouvoir refléter plusieurs choses. Parce qu'il y a plusieurs façons de définir, vous allez voir, des définitions de mission ou de vision. Si vous allez sur Internet, vous verrez tout un tas de façons de les exprimer. Moi, quand je travaille avec mes clients, j'essaye toujours de trouver justement des missions qui soient les plus distinctives, mais aussi
suffisamment large pour englober l'ensemble des activités que dans lesquelles l'entreprise intervient. C'est pareil pour la vision, mais qu'on trouve quand même justement cet ADN. Alors vous avez souvent, ceux qui me connaissent vont entendre parler des tripes un petit peu. Donc, c'est quoi les tripes de la marque qu'on va retrouver dans ces missions et dans cette vision? Donc, elle peut refléter votre métier, votre champ d'activité, la façon dont on répond aux besoins des clients, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les caractéristiques de la mission, ça va être qu'elle soit concrète, qu'elle soit pensée sur le long terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans 2 ans, à un moment, vous vous disiez « Ah mince, finalement, ma mission, j'avais eu un spectre beaucoup trop étroit, elle est trop étroite, désormais, j'ai beaucoup d'autres activités, ça ne marche pas. » Idéalement, notre socle de vision, mission, valeur, il est quand même fait pour durer quelques années. Il ne doit pas changer tous les ans. C'est vraiment une notion d'assise. Et la mission, il faut qu'elle soit ambitieuse, mais il faut qu'elle soit réalisable. Quelques exemples. Alors, j'ai pris ces exemples-là. Par exemple, LinkedIn a rédigé sa mission de la façon suivante: connecter le monde des professionnels pour les faire devenir plus productifs et efficaces. Le National Geographic, augmenter et diffuser la connaissance géographique à travers le monde. C'est ça leur raison d'être. Ou si on prend dans la distribution un Carrefour, proposer à nos clients des services, des produits, une alimentation de qualité et accessible à tous à travers l'ensemble des canaux de distribution. Donc, on voit qu'il y en a qui sont plus ou moins engageantes, d'autres qui sont plus ou moins, on va dire, concrètes et techniques. Mais ça définit exactement la raison d'être, à quoi je sers aujourd'hui en tant que marque. Donc ça, c'est la partie mission. Et quand on travaille ensemble, quand je travaille avec mes clients, bien sûr, on a des astuces pour essayer de trouver vraiment notre mission. Si je suis un petit peu plus précise pour vous, on va se poser des questions liées à mes plans, à vraiment ce que j'ai au global dans des objectifs que j'ai pu déjà rédiger dans des objectifs. On va vraiment avoir plein d'angles de vue qui vont nous permettre de définir cette mission. Mais après, cette mission, vous allez pouvoir la communiquer en externe, comme votre vision et comme vos valeurs d'ailleurs. Donc, c'est important de se caler sur une expression qui soit ensuite puisse être reprise de la même façon dans tous vos supports. La vision, là, on est dans une autre dimension. C'est pourquoi je fais ce que je fais. Donc, c'est pas. Donc, je vous ai déjà dit le pourquoi avant, mais là, c'est vraiment quelle est ma raison d'agir. Je me projette dans le futur. Quelle est ma vision du marché? Donc, c'est une projection sur le long terme, la vision. La mission, elle décrit ce que l'entreprise apporte à ses clients. Et la vision, alors, il ne faut pas aller trop loin, elle définit plutôt une notion de rêve, la façon dont on voit le monde, une espèce de philosophie. En revanche, elle ne doit pas être complètement irréaliste. On peut pas, c'est justement la limite entre la vision et la science-fiction. Ce qui est important de se dire, c'est que c'est un filtre pour l'action. Ça va être un guide. C'est pour ça qu'elle n'est pas inutile, cette vision. Un guide pour prendre des décisions stratégiques et pour fixer des objectifs. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je réalisais un atelier de cette nature-là avec un de mes clients et leur équipe. Et à un moment, je leur ai dit, mais vous savez, dans un monde où on a du mal à recruter et où la marque employeur est si importante, pouvoir communiquer une vision aux personnes qu'on va recruter, c'est très important. Elles, ça leur permet de se projeter dans le futur. Et c'est là où on retrouve la notion de sens dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à une marque. Donc, vous verrez souvent, je parle entreprise, je parle marque. Là, c'est dans le cas où assez souvent, les PME ont la même marque que le nom de l'entreprise. Ça, c'est quand même assez fréquent. Mais c'est la même idée pour une marque. On retrouve exactement les mêmes questions. Donc ça, c'est la vision. On va définir, donc exemple de vision. Alors, on reprend LinkedIn. Par exemple, LinkedIn crée une opportunité économique pour chaque membre de la main-d'œuvre mondiale. Ça, c'est vraiment ce qui s'était fait il y a quelques années, ce qu'ils avaient défini comme vision pour eux. Google, permettre l'accès aux informations du monde entier en un seul clic. Et franchement, on n'en est déjà pas loin. Amazon, être l'entreprise la plus axée sur le client au monde. Ça, c'est très important. Ça, c'est un filtre pour l'action d'Amazon. Amazon, aujourd'hui, a construit
L'essentiel, alors évidemment, voilà, Jeff Bezos a une vision, fait beaucoup de croissance et de diversification. Néanmoins, leur règle numéro 1, c'est la satisfaction du client. Et si on regarde le site d'Amazon, c'est ce que je dis tout le temps à mes clients ou même aux étudiants quand on bosse ensemble, je leur dis, en soi, vous regardez, parce que moi, souvent, j'ai des clients qui sont super contents, ils ont fait un très joli site internet et tout. Je leur dis, c'est génial. L'essentiel n'est pas tant le graphisme qui est important, mais surtout aussi ce qu'on va mettre dedans. Amazon, ils n'ont pas un site internet qui soit un effet waouh quand on l'ouvre. En revanche, la relation client, ils ont déployé tous les moyens possibles pour que le client puisse être satisfait. Et c'est ça, c'est l'obsession de Jeff Bezos qui a fait le succès d'Amazon, vraiment en tant que, pas dans toutes ses activités nécessairement, mais vraiment sur la partie e-commerce qu'on connaît. Les valeurs, enfin, vision, mission, valeurs. Moi, je vous propose ici, je vous donne vraiment toutes mes petites astuces de quelques moyens pour vous de choisir vos valeurs selon des thématiques qui vont vous permettre de vous guider et de vous dire, bah, finalement, ce serait bien que les valeurs que je vais définir, elles puissent correspondre à un certain nombre de critères qui ne sont pas forcément tous les mêmes. Donc, vous pouvez aller chercher des notions, par exemple, de compétences. On va trouver là-dedans la qualité, la satisfaction client, des valeurs qu'on appelle de conquête, l'innovation, l'ambition, des marques ambitieuses, des valeurs de conduite, la responsabilité, la tradition, la passion. On va avoir des valeurs sociétales, donc la notion de durabilité, par exemple, la notion de responsabilité, ça c'est très important, on est une marque responsable, ça c'est une valeur sociétale. Des notions de relationnel, le respect, la confiance, etc. Les valeurs alors dites morales, par exemple, il y a des marques qui vont dire l'intégrité, la loyauté, faire toujours attention à ces valeurs-là, parce que affirmer qu'on est moral ou qu'on est éthique, ça peut toujours être, il faut toujours faire attention, c'est un peu de la nitroglycérine, ça peut se retourner contre soi, et surtout, il faut que ce soit vraiment absolument incontestable. Les valeurs qu'on va appeler d'épanouissement, par exemple l'humanisme, on est une marque humaniste, et des valeurs qu'on pourrait appeler sociales, donc l'équité, amélioration de la qualité de vie, etc. Bien sûr, hein, c'est des grandes boîtes dans lesquelles vous allez pouvoir aller essayer de sourcer et chercher vos valeurs, mais bien sûr, il y a parfois des passerelles entre les unes et les autres. L'essentiel, selon moi, étant de pouvoir avoir une représentation de vos valeurs dans pas toutes, pas que des valeurs de compétences, ou par exemple pas que des valeurs de conquête. Je conseille de ne pas définir un nombre de valeurs trop important. Mon conseil, c'est de se limiter à 5-6 valeurs. En dessous de 5, ça ne permet peut-être pas de couvrir l'intégralité du spectre de la marque. Et au-dessus, là, en revanche, on commence à se perdre et ce n'est pas facile à faire que non seulement l'interne, mais aussi l'externe retiennent vraiment vos valeurs. Vos valeurs, vous allez les retrouver partout. Hein, c'est ça qui va guider un grand nombre de vos actions, un grand nombre de vos communications. Et donc, encore une fois, ça n'est pas que il faut que vous les incarniez, il faut que vous les ayez vraiment en vous. Et encore une fois, hein, quand je travaille avec mes clients sur le sujet, je leur dis vraiment, on va essayer de trouver des valeurs qui vous définissent vraiment vous. Et on va essayer de trouver des valeurs qui ne sont pas les mêmes que celles que clament parfois tous vos concurrents et qui ne permettent pas vraiment de les distinguer les uns des autres, parce qu'elles ne sont pas tant incarnées, mais elles disent toutes la même chose. Ce qui est intéressant aussi, ça je vous donne une autre astuce que j'utilise dans le cadre de ces réflexions, c'est de faire le point sur ses compétences. Ça permet d'enrichir votre proposition de valeur au global, parce que là, après, on va entrer dans la notion de positionnement. Et donc, les compétences, souvent, quand on se repose un peu, je sais que parfois, c'est compliqué de faire cet exercice, même parfois l'exercice de mission. Alors, on se pose un petit peu et puis on se dit finalement quelles sont les compétences que mon entreprise a qui sont très distinctives et lesquelles, parmi ces compétences très fortes, vont être uniques. Et quand on pose le canevas de ces compétences et qu'on voit exactement, alors ça peut être encore une fois telle marque, hein, entreprise ou marque,
quand on pose le canevas des compétences d'une marque, et ben, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit émerger très rapidement les différences fondamentales de la marque ou d'une activité simplement. J'ai déjà travaillé sur une activité au sein d'une société en travaillant sur ces notions de compétences. Donc, on peut les classer comme ça, mais il y a plein de façons, mais on peut les classer dans les compétences techniques. Donc, qu'est-ce que vous faites techniquement particulièrement bien? Les compétences humaines, est-ce que le sens du client, est-ce que le service client est irréprochable? Vous avez des retours positifs là-dessus, vous pouvez le prouver. Ça, c'est des compétences humaines. Les compétences, on va dire métier ou secteur, votre expertise d'un métier, votre expertise d'un secteur, ça, c'est très, très fort. C'est des choses que vous devez faire émerger. Et aussi, par exemple, vos compétences dans l'écosystème. Vous êtes une marque qui est au cœur je ne sais pas, de la gestion, vu que c'est mon sujet du moment, de la gestion des déchets. Bon, bah, vous êtes en contact avec l'écosystème en permanence et parfois, c'est des notions qui peuvent être importantes pour certaines sociétés. Donc, ce qui est très intéressant, vous allez voir, parce que le positionnement, c'est la distinction, la distinction, la distinction. Hein, c'est pour ça que c'est lié intimement à votre notion de marque. Hein, distinction, repère, préférence, sens. Eh bien, avec les compétences, déjà en les posant, vous allez poser là où vous êtes très fort, en essayant de bien structurer cette approche-là, bien structurer en répartissant le type de compétences que vous avez. Et ensuite, vous allez vous dire où est-ce que je suis particulièrement bon et largement meilleur que les autres. C'est ça que vous allez essayer de définir. Et donc ensuite, ça va vous permettre d'aller sur le positionnement. Alors, un graphe, mais il y en a tant d'autres, et après je vais vous montrer vraiment une trame de définition de positionnement. Ce qu'on appelle un peu de façon classique le triangle d'or du positionnement, c'est à la fois la définition d'une offre de produit ou de service. Donc le positionnement va permettre de mettre en avant ses atouts en termes de caractéristiques et de bénéfices. On va passer sur ces notions juste après. Le positionnement va devoir aborder des notions de différenciation par rapport à la concurrence. Et donc, il va falloir que dans ce positionnement, vous définissiez des avantages vraiment exclusifs, d'où le travail avant que vous avez pu faire sur les compétences dont on vient de parler. Et puis, bien sûr, pour commencer, il va falloir savoir à quelles attentes de quels clients on veut répondre. Très important, le ciblage. Un positionnement, c'est forcément une notion de ciblage. Une marque peut avoir plusieurs cibles. Vous le verrez ensuite. Toutes ces cibles-là devront nécessairement avoir une réponse différente en termes d'argumentaire. Donc, avoir une clarté sur les cibles au niveau d'un positionnement, c'est très important. Donc, je voulais rappeler ici, think unique. J'aime pas utiliser les anglicismes et tout, mais là, vous devez vous souvenir de quelque chose. Si vous vous retrouvez avec un positionnement, vous prenez un peu de recul et vous vous rendez compte que ça peut être celui de votre concurrent, c'est que c'est pas bon. Il faut revoir la copie. Donc, les points clés du positionnement, là, je vous livre encore une fois, hein, c'est pratico-pratique. Des choses que moi, j'ai travaillé par le passé, en étant passé dans des entreprises qui étaient vraiment des écoles du marketing. On travaillait littéralement là-dessus. Donc, il va y avoir dans le positionnement la description de votre marché ou du segment de marché dans lequel votre marque intervient, la cible des clients de la marque, les atouts de l'offre et ses points de différenciation, son avantage unique. Bon, parfois, ces deux rubriques peuvent être regroupées, mais l'idée, c'est de dire, bon, on est différent et en plus, on est vraiment supérieur sur cet aspect-là. On va avoir un exemple. Des éléments de preuve, ça, c'est important. Et puis aussi, dans le positionnement tel que moi, je l'ai pratiqué, il m'a été enseigné par cette école de marketing entreprise pour laquelle j'ai travaillé, la personnalité de la marque. Et la personnalité de la marque, ça va consister à vraiment décrire votre marque comme si c'était une personne. Exercice très sympa à faire. Et puis oui, parce que là, pour les plus créatifs, imaginatifs d'entre nous, on peut partir assez loin sur cette notion de personnalité. Donc, ça va se résumer en une phrase que je vous mettrai juste après. Donc, pour votre cible, votre marque est la marque de votre marché qui a cet avantage unique, ce point de supériorité, grâce à ces éléments de preuve. C'est une marque qui a telle personnalité. Par exemple, Aquafresh, description du marché, les dentifrices, la cible de clients. Donc, je vous ai vraiment repris un exemple qu'on utilisait par le passé qui n'était pas le vrai positionnement d'Aquafresh, mais un exemple qu'on utilisait pour illustrer vraiment le positionnement. Des mères avec des enfants en âge d'être scolarisés.
le cœur de cible, des mères avec des enfants entre 10 et 16 ans, et plus précisément, des mères qui sont plutôt détendues et qui préfèrent profiter de la vie, préfèrent que leur famille apprécie la nourriture et les friandises et ne s'inquiètent pas des problèmes bucco-dentaires qui peuvent être occasionnés. Les atouts de l'offre, alors ça, bon, vous pourrez sourire, mais c'est comme ça qu'on le définissait. La triple protection, puis on parlait aussi un petit peu du goût. L'avantage unique, justement, c'est là où on retrouve que ce point de différenciation important, c'est un avantage unique, une triple protection. Le dentifrice combat les caries, prévient la plaque dentaire, rafraîchit la laine. Pourquoi? Parce qu'il a trois rayures. Et la personnalité, Aquafresh, c'est un ami chaleureux en qui vous pouvez avoir confiance et avec qui vous pouvez vous détendre. Il est dans l'air du temps et ne suit pas forcément toutes les modes. Donc ça, c'est un exemple de positionnement type dans une grille que vous pouvez utiliser pour essayer de travailler sur votre marque. Ça donne ça en termes de phrases en résumé. Pour les mères d'enfants en âge d'aller à l'école, Aquafresh est la marque de dentifrice qui offre une triple protection. Elle combat les caries, prévient la plaque et rafraîchit la laine grâce à ses 3 rayures. Donc, si on parle d'identité de marque, parce que c'est ce que je vous ai mis dans les sujets un peu provoques quand on a lancé le webinaire, l'identité de marque, non, ça n'est pas la charte graphique seulement. L'identité, c'est l'ensemble, donc c'est juste une définition pour rappeler un peu ce qu'est l'identité de marque, ça va être l'ensemble des éléments constitutifs de la marque. Elle est différente de l'image. L'identité, c'est la façon dont on veut que la marque soit perçue des consommateurs, alors que l'image, c'est la façon dont elle est perçue en réalité. Et donc, dans la marque, dans l'identité de marque, on va retrouver le positionnement, on va retrouver les valeurs dont on a parlé juste avant, on va retrouver les produits, services qu'il apporte, on va retrouver des éléments de la politique commerciale, par exemple le prix. Et c'est là où on va pouvoir alimenter l'identité de marque en ajoutant cette notion de charte graphique. Là, on va définir des couleurs, les logos, typos, des designs, des éléments architecturaux, type par exemple le M de McDonald's en haut des restaurants, ou la forme du toit des restaurants courte paille, etc. Alors, on arrive à la fin donc, de cette présentation où très concrètement, sur la base de tous ces éléments, parce qu'on agit vraiment en entonnoir, et encore une fois, on le rappelle, avec ma collègue Amandine, avec qui je travaille beaucoup, qui fait partie du réseau et qui est marketeuse avec moi, on insiste énormément auprès de nos clients. C'est difficile de construire un argumentaire de marque sans avoir travaillé ce socle de marque au départ. Quand on travaille avec des clients qui ont déjà défini leur socle de marque, eh bien, on se propose de le retravailler, le réexaminer avec les équipes pour voir si on a vraiment un socle de marque distinctif, un socle de marque qui est un repère pour les clients et voir si les valeurs correspondent bien, sont bien incarnées dans l'entreprise, etc. Donc, on refait ce travail. Alors, en préambule, juste, ce travail sur les cibles est important. Je vous en ai parlé très rapidement au niveau du positionnement. Quand on va parler argumentaire de marque, il va être capital. Alors, les cibles, il y a tout un tas de façons de les définir du point de vue marketing. On parle segmentation, on fait des études de marché, etc. Pour être très pratico-pratique, ce qu'utilisent les gens du digital, mais qui n'est pas uniquement réservé au sujet du digital que moi j'utilise quand je travaille sur la marque et les argumentaires, c'est vraiment cette notion de personné. Les personnés, c'est des personnages imaginaires qui représentent un groupe ou un segment cible dans le cadre du développement d'un nouveau produit, d'un service, dans le cadre d'un travail de positionnement qu'on fait, ou d'une activité marketing prise dans sa globalité. Donc vraiment, les personnées, elles ne sont pas que pour la marque, mais elles sont au service de la marque, entre autres. Et en général, il s'agit d'un exercice où on fixe, on a une fiche, on donne un prénom à un potentiel client, et puis on va lui donner tout un tas de caractéristiques sociales et psychologiques. Dans le cadre du B2B, très important, il y a des points qui sont très intéressants à travailler, et pour l'ensemble des commerciaux, c'est des choses qui aident énormément à développer tous les argumentaires commerciaux et les réponses aux objections. Par exemple, votre client, comment est-ce que son travail est évalué? Qui est son supérieur hiérarchique? Comment est-ce qu'on va estimer qu'il a réussi sa mission, votre client? Parce qu'une fois que vous savez ça, vous allez pouvoir reconnaître exactement les points importants, les points qui vont être importants pour elle ou lui dans l'offre que vous proposez, et vous allez mettre plutôt ça en avant. Ça peut être aussi, c'est quoi le challenge ou la plus grosse contrainte sur leur poste en B2B? Donc, c'est quoi leurs contraintes? Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire? En quoi vous pourriez les aider?
tout ce travail de personné va vous permettre de définir des profils types sur lesquels ensuite vous allez pouvoir travailler vos argumentaires. Voilà, je voulais juste vous détailler cette partie-là. Ça, c'est des choses qu'on travaille aussi en atelier, hein, quand on travaille dessus avec nos clients. Alors, ce que vous allez faire pour commencer à construire votre argumentaire, c'est que vous allez regarder la perception de l'offre par vos cibles. Qu'est-ce qu'elles pensent, ces cibles et ces personnées, vu que vous les aurez travaillées juste avant, de votre offre. Et à ce moment-là, vous allez vous mettre dans la peau de votre persona marketing. L'objectif de cette étape, ça va être de comprendre quel rapport votre persona marketing entretient avec votre offre. À savoir, qu'est-ce qui lui plairait particulièrement dans votre offre, qu'est-ce qui lui plaît particulièrement, et le pendant, qu'est-ce qui pourrait empêcher votre persona marketing d'acheter vos produits ou services et quelles seraient ses objections. Ça semble tout bête, mais c'est un exercice très important à faire, surtout face à cette fameuse persona qu'on va appeler Audrey, qu'on va appeler Gérardo, et qui va nous permettre vraiment d'incarner en ayant l'impression d'avoir cette personne en face de soi. D'ailleurs, ce qui se passe assez souvent quand je travaille avec un mélange d'équipes marketing et commerce, c'est que les équipes commerciales ont tout de suite un client en tête. Parfois même, ce qu'on va faire, c'est que quand on met la petite photo, on va chercher sur LinkedIn pour mettre vraiment la photo du client, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir vraiment travailler sur la construction de cet argumentaire. Donc, exemple de trame, voilà, la persona à gauche, hein, c'est qui? Bon, là, on est dans une idée de B2B parce qu'on a la société dans laquelle elle travaille. Qu'est-ce qui lui plaît dans l'offre proposée et quelles sont les raisons pour lesquelles elle pourrait ne pas acheter? Donc, ça veut dire que par rapport à ce qui lui plaît, on va mettre en avant les arguments les plus pertinents pour votre cible quand on va travailler l'argumentaire. Et quand on connaît les raisons pour lesquelles la personne pourrait ne pas acheter, on va préparer les arguments pour contrer les objections potentielles de la cible. On va faire un travail un peu défensif-offensif, c'est-à-dire préparer déjà les arguments, on ne va pas dire justement un peu en creux, pour pouvoir tout de suite désamorcer certaines problématiques dans la tête de nos cibles. Ou alors même pouvoir apporter les réponses dont on sait qu'elles vont déjà être pertinentes parce qu'on sait que ces cibles-là ont des freins par rapport à votre offre. Et donc ensuite, là, on arrive dans la construction de messages. Ça, c'est une construction que je vous propose, mais qui est une combinaison, et il y a plusieurs façons un petit peu de le faire. Moi, c'est celle qui me sert le plus, que je pratique, même sans faire attention aujourd'hui. Donc, je vous propose les éléments clés du message qu'on va pouvoir mettre et combiner un peu dans l'ordre qui nous arrange, hein. Par exemple, on peut commencer comme ça. On a une accroche, ce n'est pas absolument nécessaire. Là, on a quasiment un message, hein, une accroche pour attirer l'attention de la personne. À qui est-ce qu'on s'adresse? C'est quoi le besoin auquel on répond? La promesse, c'est que fait-on? Quelles sont les caractéristiques de mon offre? Ensuite, c'est quoi mon avantage? En quoi mon offre se différencie? En quoi est-elle supérieure? Qu'est-ce qu'elle apporte comme bénéfice à mon client? Et pourquoi je me permets de dire ça? C'est quoi les éléments de réassurance, les éléments de preuve? Et si on veut, quand on est sur des messages un peu plus publicitaires ou de communication, on pourra mettre une signature. Donc, on peut avoir, par exemple, d'abord le besoin de la cible, ensuite le bénéfice, et ensuite la caractéristique. Il ne faut pas se sentir bloqué par un ordre dans sa démonstration. Il faut que ce soit fluide. Et il faut que vous puissiez aussi, quand c'est ensuite un argumentaire à dérouler à l'oral, que vous puissiez être à l'aise dans la façon de le présenter. Parce que parfois, on va parler du besoin et puis on va parler tout de suite du bénéfice auquel on répond. Et ça, on va voir ça dans l'exemple juste après sur Flex Tandem. Alors, rappel, je pense que les plus commerciaux d'entre vous le savent, c'est juste une répétition, mais une caractéristique n'est pas un bénéfice. Je me bats quand même au quotidien là-dessus. La caractéristique, c'est la présentation objective d'un produit ou d'un service. Par exemple, le coffre de ma voiture fait 300 litres ou la voiture consomme 4,5 litres au 100. Ça n'est pas le bénéfice qu'il a et la plus-value qui résulte de cette caractéristique et de son avantage. L'avantage étant vraiment en quoi c'est supérieur à ce qu'on peut trouver dans les autres marques. En quoi est-ce que cette caractéristique et mes avantages répondent-ils à un besoin du client? Et là, par exemple, le bénéfice d'un coffre qui fait 300 litres, je peux partir en week-end avec toutes mes affaires sans me soucier de la place. La voiture consomme peu, je vais pouvoir faire des économies en faisant le plein moins souvent. Donc, petit rappel important. Donc, comme je vous l'ai dit, premier gros panneau, attention, les messages doivent être adaptés en fonction de vos cibles. Et pour reboucler un petit peu la boucle avec ce qu'on s'est dit au début,
quand on se pose la question, mais à quoi ça sert de travailler le socle de marque? Eh bien, ça veut dire que vous allez voir que, en fait, dans la définition de ces différents blocs qui constituent un argumentaire de marque, on va retrouver des éléments qu'on a travaillés et qui font partie du socle de la marque. Donc, bien sûr, cette notion de ciblage qu'on retrouve dans le travail du positionnement, il va nous permettre de travailler cette partie à qui nous adressons-nous, quel est le besoin, avec ce travail qu'on a fait sur les personas. C'est quoi le besoin de cette personne que j'ai en face de moi? Je vous rappelle qu'on vend à une personne, on ne vend pas à une entreprise. Donc, d'accord, on vend à une typologie d'entreprise, mais à l'intérieur, on va vendre au directeur des achats, on va vendre aux dirigeants de l'entreprise, on va vendre au DRH, on va vendre quand on est dans le B2B, par exemple. Donc, en B2B, très important en termes de ciblage, on ne cible pas qu'un type d'organisation, on cible une personne à l'intérieur. Ça, je me bats aussi pas mal là-dessus. Ensuite, les points de différenciation ou de supériorité, eh ben ça, vous les aurez déjà définis dans votre travail de positionnement. Vous pourrez bien sûr l'injecter. Après, quand on parle quand on parle pas de notion de marque et quand on parle de supériorité produit, là, vous aurez des éléments vraiment très, très concrets du produit. Mais dans votre positionnement, vous aurez des points de différenciation qui seront relatifs à la marque et qui sont importants d'injecter dans votre argumentaire. Ensuite, voilà, on a les bénéfices. Et les notions de réassurance et de preuve, vous allez pouvoir les piocher aussi dans tout le travail que vous allez avoir fait sur votre vision, votre mission, vos valeurs, votre positionnement. Exemple, aujourd'hui, je travaille pour un de mes clients et ce client, c'est une entreprise familiale à taille humaine. Bon, dans un environnement coincé entre des grands groupes, on va dire quasiment, ou des très grosses, des ETI. Là, on est dans une petite PME familiale et de l'autre côté, des startups avec une philosophie complètement différente. On est dans une PME familiale qui a 25 ans d'existence. Eh bien, ça va justifier une notion de réactivité, de sens du service, une notion de relation dans le long terme, une notion, par exemple, là, si on veut parler des offres, on va pouvoir dire un service après-vente irréprochable, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que ça fait 25 ans que notre entreprise familiale travaille jour après jour à améliorer les solutions de génération en génération, parce que ça fait déjà la deuxième génération qui travaille dessus. Donc, c'est là où vous allez trouver vos éléments de réassurance et de preuve. Pas que, encore une fois, vous allez avoir des éléments de réassurance et de preuve liés à la marque, des éléments de réassurance et de preuve liés à votre offre en particulier, mais la marque va pouvoir vous nourrir cet aspect de votre argumentaire et le rendre beaucoup plus puissant. Et ensuite, potentiellement, une signature. Alors, exemple, pour l'offre Flex Tandem de Flexter, comme ça, ça me permet de vous dire un petit peu à quoi ça ressemble. Et je cours après le temps, donc je me dépêche, c'est l'avant-dernière slide. Ne restez pas seul face à vos projets, embauchez un ou une junior en toute sérénité. Pour mener certaines activités, vous faites parfois appel à des juniors, mais vous manquez de temps et ou de compétences pour en assurer le management. Flex Tandem, c'est un duo composé d'un expert Flexter en temps partagé, plus un junior en alternance CDD ou CDI, déjà présent dans votre équipe ou à recruter. Avec cette offre, nous cadrons et pilotons le junior afin d'atteindre vos objectifs à raison de un demi-jour à un jour par semaine. Nous le faisons monter en compétences pour qu'il acquiert à terme une totale autonomie. Nous pouvons également vous accompagner pour le recruter. Vous avez accès ainsi aux compétences d'un profil senior expérimenté à coût accessible. Ça, c'est notre point de différenciation. Vos bénéfices, vous gagnez du temps et vous faites grandir vos ressources internes. Élément de preuve, eh bien, nous sommes des professionnels expérimentés et experts dans leur métier, ayant eu des expériences managériales. Signature, Flex Tandem, une offre d'encadrement de juniors pour les PME et les startups. Donc voilà comment ça peut... Alors ça, c'est un message qui peut sembler publicitaire, mais ensuite, vous l'adaptez bien sûr en activité commerciale pour dérouler vos argumentaires. Puis après, vous avez tout ce qui est... on ne va pas faire toute la formation au commercial, vous avez tout ce qui est corpus de réponse aux objections, etc. Et vous pouvez définir des argumentaires, déjà un argumentaire fondateur de votre marque, basé sur ce type de canevas et qui va aller piocher finalement dans les avantages de votre marque. Ici, je vous ai montré un argumentaire, je n'ai pas creusé sur les valeurs de la marque Flexter, etc., etc. Mais bien sûr, plus un argumentaire va être riche, mais précis et très ciblé sur votre persona, plus il sera efficace. Et donc, pour aller plus loin, c'est la dernière étape de ma présentation. Je vous propose de co-construire avec moi votre argumentaire de marque. Donc, quand on réalise nos webinaires dans l'équipe Flexter,
l'équipe du réseau, on aime bien proposer à la fin une offre spéciale pour les personnes qui ont assisté au webinaire ou qui visionneront le replay. Et donc, je vous propose de mettre à plat le socle de marque qui existe déjà dans votre organisation, de définir ou d'ajuster votre positionnement s'il a déjà été travaillé, et de rédiger 3 messages, arguments pour vous mettre sur les rails. Moi, j'aime bien, et avec Amandine, c'est pareil, on aime bien mettre nos clients sur des rails pour qu'ensuite ils soient autonomes. C'est des choses qui peuvent se faire ensuite entre équipes. En plus, c'est bien pour la cohérence d'équipe, hein, c'est assez team building. Donc, c'est des choses que vous pourrez faire ensuite en réunion. Donc, la méthodologie, on a toute une phase en fait, où on va recueillir les éléments existants, vos éléments de marque, vos cibles, les supports qui existent déjà, des supports commerciaux, déjà des argumentaires qui sont utilisés, un questionnaire de marque qu'on va vous administrer pour en savoir un petit peu plus. Et puis, on va passer une journée avec vous pour co-construire. Alors, l'idéal, c'est vraiment d'avoir les équipes commerciales, hein, co-construire peut-être ce qui va les trous dans la raquette de votre argumentaire, de votre socle de marque, vision, mission, valeur, positionnement. Et ensuite, on va passer vraiment à la rédaction très opérationnelle de tous vos messages. Et à la fin, on vous propose une synthèse. Vous aurez l'intégralité de votre socle de marque et des messages qu'on aura définis ensemble. Et donc, on a une promotion ce mois-ci jusqu'au 15 juin, où tout ce travail-là, très fondateur et qui va permettre vraiment de lancer vos équipes commerciales qui vont ensuite profiter, c'est un peu des fins de formation, pour construire des argumentaires de marque et sur toutes les nouvelles offres. Ça, on vous propose ce mois-ci à 3 500 €. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai légèrement dépassé le temps qui m'était imparti. J'espère qu'on va pouvoir rapidement quand même répondre à vos questions. J'arrête le partage. Alors, j'ai vu qu'il y avait qu'on avait des questions dans le chat. Alors, où est-il? Je cherche. Mince. J'essaie de trouver. Zut. J'essaie de trouver vos questions. Mais sinon, n'hésitez pas à me les poser en direct. J'arrive pas à les. Discussion, on est parti. Ah, intéressé par l'article sur Macomoulage. Capucine, je vous l'envoie par mail. Hop. Je vous enverrai le lien. Moi aussi, je le veux bien, s'il vous plaît, Audrey. Allez, Laetitia, c'est parti. Je le mettrai juste à la fin dans le bloc, dans le chat, mais je préfère, comme du coup là, je fais un peu les deux, je ne peux pas faire ma propre assistante à noter les trucs en même temps. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des remarques, des choses qui n'étaient pas claires? Moi, juste une petite question, Justine, par rapport à la possibilité de construire l'argumentaire de marque à vos côtés. En termes juste d'organisation un peu logistique, c'est sur une durée, donc je n'ai pas vu, on l'a été dit, mais c'est sur une durée à peu près de combien de temps, en fait, le projet, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a un petit audit à distance qui est déjà fait pour savoir existant de la marque et puis d'une sorte de premier argumentaire? Quelles sont les personnes qu'on peut impliquer dans l'équipe commerciale? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et puis, combien de temps il faut pour réaliser cela? Alors là, ce qu'on propose sur cette offre-là, très ponctuelle sur l'argumentaire, on va avoir cette première phase d'audit. En général, on tient compte des contraintes, de mes contraintes. Quand je travaille avec ma collègue Amandine, on voit un peu comment on se répartit aussi le sujet. En général, je dirais souvent pour réfléchir à tout ça, on demande juste 3 semaines. Donc, ce n'est pas 3 semaines où on travaille tous les jours sur le dossier, mais juste on a une espèce entre le moment où on récupère tous les éléments et le moment où on va pouvoir réaliser l'atelier, on a besoin de ces 3 semaines-là. La façon dont ça se passe en général, c'est qu'en tout début d'atelier, on va présenter une synthèse de ce qu'on va un petit peu avoir observé. Alors, en général, là, l'objectif, on ne fait pas le travail de marque de zéro, parce que là, ça nécessite, dans l'offre que là, je vous propose, refaire vraiment tout le positionnement de la marque depuis le début,
c'est quand même assez lourd parce que là, il faut analyser toute votre concurrence, etc. Donc là, on part du principe qu'on a quand même des éléments qui sont assez posés. Mais de toute façon, l'idée, c'est peut-être quelques semaines au début sur cette notion d'audit où on va reprendre un petit peu les sujets. Et ensuite, l'objectif, c'est qu'en une journée, on puisse vous donner l'impulsion. Donc, en une journée, on fait cet atelier. Avec la première partie, on reparle un petit peu des fondamentaux de la marque et vraiment la partie essentielle, on va construire cet argumentaire ensemble. Et là, ensuite, le temps de retravailler, je dirais, une présentation où vous aurez un peu l'ensemble de tout, on peut se refixer maximum 2 à 3 semaines. Donc, je suis tentée de dire en 1 mois et demi, on arrive à boucler le sujet. Après, sur les participants, moi, je n'hésiterai pas. Alors, moi, je travaille de 2 façons. Je peux travailler même en distanciel et je peux travailler aussi en présentiel. Quand on arrive à répartir des gens, j'aime bien travailler aussi, faire travailler des groupes de personnes. Donc, je l'ai fait avec 2 personnes, cet exercice-là. Je l'ai fait avec 3, mais je l'ai aussi fait avec 7. Mais je peux le faire avec 10. Donc, voilà. C'est vraiment en fonction du besoin. Les personnes, voilà, prendre du marketing, prendre du commerce, différentes typologies. Et alors, quand on travaille vraiment, alors quand on a un gros travail sur la marque, ça dépasse le cadre de l'offre là que j'ai présentée. Oui. Quand on a vraiment un gros boulot sur la marque, on peut être amené à se mobiliser quand même sur 1 journée et demie quand même pour y arriver. Si on veut vraiment bosser toutes ces notions de valeur qu'on n'a déjà pas un socle de marque qui est préexistant, et ben à ce moment-là, toutes les personnes de l'entreprise peuvent être vraiment intéressantes. Et en plus, c'est sympa comme team building. L'an dernier, je travaillais pour une marque de cosmétiques. J'ai vraiment une petite PME. Il y avait le dirigeant, il y avait une personne qui travaillait à l'approvisionnement, il y avait une personne au commercial, il y avait une personne au secrétariat. Voilà, on avait vraiment tout le monde. Ok, très bien, merci. Je vous en prie, Justine. Combien de personnes est déterminé, me demande Annabelle. Alors, le problème, c'est qu'on peut partir tout de suite très loin. Il va falloir, je pense, prioriser sur les contacts les plus fréquents qu'on peut avoir. On aura toujours une personne qui ne sera jamais vraiment typique dans notre activité. Donc, première chose, regardez, par exemple, je ne sais pas, moi, ça va être… je vais être en contact, par exemple, avec un directeur marketing sur certaines de mes activités, certaines de mes activités, ou alors un dirigeant d'entreprise. Et après, une fois que j'ai ces 2 types de cibles, je vais regarder à l'intérieur vraiment quel CEO, quel dirigeant j'ai en face de moi. Un dirigeant de start-up qui a une certaine typologie, un dirigeant de PME traditionnel qui aura peut-être une autre typologie industrielle, etc. Et très vite, vous allez en voir émerger comme ça quelques-uns. Et ça, c'est intéressant de travailler avec les commerciaux parce qu'ils vont en voir émerger. Je dirais, faut pas se noyer. Il ne faut surtout pas partir sur 10 personnes. Bon, après, potentiellement, si on a une très, très grosse activité avec beaucoup de segments des marchés qu'on adresse, oui, on va avoir beaucoup de personnes. Mais pour une activité donnée, il faudrait idéalement pas dépasser 6. Voilà. Je dis ça comme ça intuitivement, hein, mais il ne faut pas se noyer. Surtout parce qu'après, on va appeler Caroline, on va appeler Fabien, on va appeler, je ne sais pas, Farida, on va appeler, voilà, on va vraiment les avoir en tête et au quotidien, on pourra dire, tiens, je pense que ça plairait bien à Farida. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe quand on arrive à vraiment incarner les personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous en prie, merci de rien. Oui. Bonjour Audrey. Ouais. C'est Jacques là. Juste une question rapide. C'est une fois qu'on a défini notre territoire de marque, par ton expérience, il faut combien de temps pour que la marque s'installe? Alors, c'est un rapport, je dirais, moyen temps. Enfin, moyen dans un secteur d'activité. Donc, c'est un peu un triptyque, moyen, temps, concurrence. Dans un domaine et un peu de concurrence, j'arrive avec quelque chose d'assez nouveau. Déjà, je vais émerger plus facilement. Mais pour émerger, par rapport à ma cible, où est-ce qu'il faut que je sois présent? Par exemple, en B2C, c'est compliqué. En B2C, les tickets d'entrée sur certains marchés sont quand même très élevés. Donc, souvent, quand on n'a pas l'argent, on a le temps. D'accord.
Et quand on a l'argent, on peut aller beaucoup plus vite. Mais moi, j'ai travaillé, il m'a fallu, par exemple, quand je travaillais chez Amplifon, qui est une marque qui avait des millions d'euros à investir dans l'ensemble de ses activités marketing et aussi en télé, pour gagner, on a gagné 20 points de notoriété assistée auprès de notre cible. Mais enfin, il m'a fallu quand même 6 ans. Hein. Enfin, 5 ans, parce qu'on a vu le. Enfin bon, voilà. C'est pas... Ça prend un peu de temps quand même. Non, mais c'est juste pour avoir c'est juste pour avoir une notion que ça se fait pas en 2 mois, quoi. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En revanche, il y a, et c'est ce en quoi nous, on conseille vraiment nos clients, dès qu'on a ce positionnement, on le met dès qu'on peut, c'est-à-dire ça va se transformer par exemple en un message qu'on va pouvoir retrouver quand on fait des relations presse, qu'on va mettre sur LinkedIn, qu'on va mettre sur notre site web. Et il faut être très, très cohérent et c'est de la répétition que va se créer finalement cette notion de distinction. Et c'est aussi des choses du coup qu'il faut porter lors d'interventions, je sais pas, des conférences, des réunions. Oui, c'est quelque chose que tu vas retrouver dans le descriptif, la société machin, elle fait ça, et puis toi que tu commences, et quand tu vas parler, tu dis, bah, notre marque, elle fait, et en une phrase, il faudra que tu donnes ton positionnement quasiment. C'est très répétitif, c'est très systématique, d'où l'importance qu'il soit assez large et assez distinctif quand même. Ok. Merci. De rien. Et Capucine, doit-on avoir des personnées sur nos clients actuels ou sur les clients cibles? Ah bah, en fait, ceux que vous ciblez, ils sont à la fois actuels parce que vous leur vendez des choses et puis ils seront peut-être futurs. Donc oui, il faut en avoir sur tous. Et les clients actuels, souvent, ce dont on se rend compte, c'est qu'on ne leur dit pas forcément… c'est que quand on fait ce travail-là, et vraiment pour l'avoir fait, hein, on se dit, mince, j'envisage les choses complètement différemment. Peut-être que je ne leur dis pas exactement aujourd'hui les choses que je devrais leur dire. Ça permet de remettre en question un discours qu'on estimait établi, peut-être parce qu'on a déjà entendu d'autres le faire, mais les autres n'ont pas votre marque. Donc vous avez un discours spécifique à réaliser. Écoutez, un grand, grand merci à vous toutes et tous. J'espère vous avoir un peu donné envie de travailler de cette façon. En une petite heure, c'est toujours assez court. Mais n'hésitez pas à me poser des questions et à revenir vers moi si vous avez des petites choses qui vous tracassent et pour lesquelles vous aimeriez avoir mon point de vue.